Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par l'entrée de plein pied dans la saison des résultats, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, avec quelques surprises notamment côté semi-conducteurs, avec ASML qui a déjà publié ses résultats un jour avant la date prévue, donc fuite sur les résultats qui ont été communiqués quelques heures avant la date officielle, et puis une vraie surprise avec un niveau de commande qui était 2 fois moins élevé que ce que le marché attendait. Ça toujours que le secteur des semi-conducteurs, plus précisément ASML fabrique les machines qui permettent de fabriquer les semi-conducteurs, donc un sentiment un peu curieux qui a émargé des marchés mardi, lorsque ces résultats ont été communiqués. Le sentiment a été rattrapé en revanche par les résultats de TSMC, donc le géant taïwanais des semi-conducteurs qui annonçait des résultats nettement supérieurs aux attentes. Donc on est sur un sentiment qui reste du coup un peu mitigé cette semaine par rapport aux semi-conducteurs. Et puis on a également eu LVMH avec des résultats décevants par rapport à la Chine notamment. Et c'est pas les seuls. On a eu d'autres publications où on a toujours par rapport à l'activité en Chine, et bien beaucoup de réserves de la part des responsables d'entreprise, des PDG ou directeurs financiers qui expliquent que la reprise de l'activité sera probablement lente en Asie, notamment en Chine, et donc toujours ce sentiment sur la Chine. On a également eu cette semaine des publications macroéconomiques sur la Chine. Alors on rappelle quand même que la Chine a pris une série de mesures relativement conséquentes pour soutenir son économie, soutenir le marché immobilier, soutenir l'activité bancaire, soutenir les marchés actions. Et c'est vrai que probablement le marché attend un peu plus, quand je dis les marchés, attendent un peu plus en termes de mesures, peut-être pour aller sur le terrain de la consommation de manière plus importante, avec des vraies mesures cette fois-ci non pas seulement de soutien, mais de relance économique. Pourquoi pas des questions sur le plan fiscal ou des mesures qui permettent de stimuler un peu plus fortement la demande intérieure. Donc on est quand même sur une période actuellement, je dirais, un peu de transition par rapport au sentiment sur la Chine. Les annonces faites il y a quelques semaines étaient quand même des annonces significatives, on les a déjà pas mal décrites dans les podcasts précédents, donc je pense qu'il y aura un avant et un après. C'est quand même, je pense, un game changer par rapport à la Chine. Simplement désormais, la phase qui va nous amener probablement à un sentiment meilleur sur la Chine peut être une phase un peu plus lente, plus longue, le temps que ces mesures commencent à faire effet, et des mesures prises qui appelleront peut-être d'autres mesures supplémentaires pour accélérer la reprise, notamment en termes de consommation en Chine. Et donc pourquoi on parle de ça? Parce que les chiffres qu'on a eu cette semaine confirment un peu ça, c'est-à-dire qu'on a à la fois eu des chiffres sur la balance commerciale, où on a vu des chiffres assez moyens sur les exportations, des chiffres qui étaient un peu décevants, pareil pour les importations. En cette fin de semaine, on a eu des chiffres meilleurs en revanche sur le plan des ventes au détail. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que s'il y a bien un aspect que les observateurs regardent, que les marchés regardent, c'est la consommation, la demande intérieure en Chine notamment. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle quand les chiffres sont un peu supérieurs aux attentes. On a également eu des chiffres sur la production industrielle qui étaient un peu meilleurs qu'attendu également. Donc un tableau d'ensemble, je dirais, un peu mitigé par rapport à la Chine, avec une croissance notamment au troisième trimestre 4,6%, on attendait 4,5%, donc un petit peu meilleur, mais c'est vrai que ça reste une croissance qui est faible, qui n'est pas celle qui est visée par les autorités chinoises, qui se rapproche toujours plutôt des 5% en termes d'objectifs. Et donc voilà, toujours ce tableau très mitigé de la Chine, sans qu'il soit noir pour autant. Encore une fois, les mesures prises et annoncées il y a quelques jours vont probablement porter leurs fruits sur une période de plusieurs mois, mais vont peut-être appeler encore une fois à de nouvelles mesures. Et donc les résultats des entreprises qui sont exposées à la Chine, jusqu'à présent celles qui ont communiqué leurs résultats, on voit que c'est quand même toujours très mesuré sur la Chine, à la fois en termes de résultats annoncés, c'est-à-dire pas mal de déceptions de ce côté-là, mais aussi en termes de guidance, où la plupart des grosses entreprises qui sont exposées à la Chine ont une vision de la reprise qui sera plutôt progressive, plutôt lente donc du côté de la Chine. Voilà pour cet aspect sur l'Asie. Alors l'autre gros thème de la semaine, c'était toute la partie américaine. On a eu toute une série de données macroéconomiques aux États-Unis cette semaine, et des données qui étaient plutôt bonnes et qui en fait font écho à ce qu'on voit depuis maintenant 3 à 4 semaines, j'ai envie de dire presque depuis que la Fed a pris la décision de baisser les taux de 50 points de base en septembre. Alors non pas que ce que l'on voit de cette résilience est due à cette baisse de taux, ça c'est beaucoup trop court terme pour que ce soit le cas. Il y a même des données qui sont publiées là, mais qui datent du mois de septembre. Mais simplement, on a le sentiment que la Fed a agi de manière très anticipée, en tout cas a agi de manière anticipée en baissant les taux de 50 points de base pour éviter une dégradation économique, éviter que le marché de l'emploi ne se dégrade tout en se laissant une marge de manœuvre pour les baisses de taux suivantes, mais en démarrant assez fort par ce 50 points de base, et avec ensuite toute cette série de chiffres que nous avons depuis 4 semaines, qui sont la plupart meilleurs qu'attendus, eh bien on a le sentiment que
une partie du marché, en tout cas, se pose la question de savoir quelle sera la trajectoire finalement des taux dans les mois à venir. Est-ce que la Fed pourra ne serait-ce que les baisser en novembre, par exemple? Il y a toujours des baisses de taux anticipées en novembre, 25 points de base en novembre et encore 25 points de base en décembre. Mais la question, c'est que face à une résilience des données économiques qui, jusqu'à présent, en tout cas ces derniers mois, est plutôt importante, eh bien, est-ce qu'il y aura nécessité d'aller sur le rythme, même si la Fed ne prédéfinit pas un rythme en termes de baisse de taux, elle a quand même sorti des projections lors de la réunion de septembre, des projections en termes de nombre de baisses de taux anticipées pour cette année, pour l'année prochaine et pour l'année suivante. Donc est-ce que finalement tout ce set de données que nous avons depuis 4 semaines de données meilleures qu'attendues, et on peut donner quelques exemples comme ça. Vous avez eu par exemple des chiffres de vente au détail cette semaine qui sont ressortis. Si on prend les ventes au détail hors auto par exemple, hors vente auto, on est sur une progression mensuelle de 0,5%, alors que le consensus tablait sur une progression de seulement 0,1%. Même chose pour le chiffre global des ventes au détail, alors qui est là aussi plus fort qu'attendu. On a eu de mémoire plus 0,3%. On a également eu des chiffres sur les inscriptions hebdomadaires au chômage qui étaient plus faibles qu'attendu, donc plutôt rassurant par rapport à l'emploi. On a eu un indice d'activité de la Fed de Philadelphie qui a nettement rebondi par rapport au mois précédent, notamment tiré par les nouvelles commandes. On a eu également des chiffres sur tout ce qui est les estimations de la croissance américaine au troisième trimestre qui ont été réalisées par la Fed d'Atlanta. Désormais, on parle d'une croissance de 3,4% aux États-Unis au troisième trimestre. En tout cas, les estimations qui sont faites par une des antennes régionales de la Fed. Et donc, si c'était bien le cas, si nous avions réellement une croissance supérieure à 3% là, en rythme annuel, donc au troisième trimestre, eh bien, ce serait supérieur à la croissance du deuxième trimestre et supérieur à la croissance du premier trimestre. Ce qui donnerait donc l'image d'une économie américaine qui donnerait cette impression de réaccélération sur quelques trimestres. Et donc, au moment où la Fed baisse les taux, on comprend la volonté de Jérôme Powell de ne pas chercher à maintenir les taux trop élevés trop longtemps, mais les données économiques, en tout cas, qui nous parviennent depuis cette décision de baisser les taux, eh bien, sont des données qui sont plutôt résilientes, nettement meilleures qu'attendues. D'ailleurs, on voit que l'indice de surprise économique, qui mesure le degré de surprise des publications par rapport au consensus, eh bien, on est revenu sur un plus haut de 6 mois sur cet indice-là. Et on voit également que une partie du marché réagit. On a par exemple le dollar, il a repris, le dollar par rapport à un panier de devises majeur, ce qu'on appelle le dollar index, il a repris quasiment 4% en l'espace de 3 semaines. Quand vous regardez les taux américains, le 10 ans, taux de référence, il a repris 50 points de base en 3-4 semaines. Vous regardez les anticipations d'inflation à long terme, notamment aux États-Unis, on était mi-septembre, quand la Fed a décidé d'assouplir, on était aux alentours de 2,30, là on est remonté cette semaine à plus de 2,55, quasiment 2,60, ce qui est un niveau donc élevé en termes d'anticipation d'inflation moyen terme. Dit comme ça, 2,5, c'est pas 2,5, 2,6, c'est pas énorme, mais là on parle bien d'anticipation d'inflation à long terme. Et dans le pire moment de l'inflation en 2022 et 2023, quand on regardait ces mêmes anticipations d'inflation sur du long terme, on n'avait même pas dépassé les 3%. Ou tout juste dans cette donnée de 3%. Vous voyez, donc on a quand même un rebond également significatif encore une fois, les anticipations d'inflation moyen terme et moyen long terme sont des anticipations de marché. Et donc ça veut dire que le marché actuellement, il ajuste, une partie du marché en tout cas, ajuste ses anticipations par rapport aux chiffres qu'il voit, qu'il observe de l'économie américaine. Et donc ça soulève comme des questions sur, eh bien, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire pour la Banque centrale américaine, via certains de ses speakers qui parlent régulièrement entre les réunions, eh bien, d'envoyer certains messages, peut-être un peu moins accommodant ou un peu changeant, je dirais, par rapport à la réunion de septembre. Là, on est face à quelque chose qui est quand même assez questionnant, et on est également sur des questions donc d'interrogations sur les baisses de taux qui vont être légitimes. On rappelle que, par exemple, sur les projections de la Fed, en plus des 50 points de base de baisse de taux qui sont intervenus en septembre, d'ici la fin d'année prochaine, donc sur un horizon de 14 mois, les anticipations de la Fed, c'est 150 points de base de baisse de taux supplémentaires. Donc est-ce que actuellement, le rythme des données économiques, la trajectoire des données économiques américaines permettent de placer autant de baisse de taux que ce qui était anticipé, projeté par les membres de la Fed à la dernière réunion? Important de rappeler que ce que projettent les membres de la Fed, c'est dans ces projections trimestrielles, n'a pas valeur contractuelle. C'est pas noir sur blanc, on s'engage à bouger les taux de cette amplitude-là de manière certaine. Ce sont des projections. Mais
les projections, c'est ce qui sert aussi de base de travail au marché dans ces anticipations. C'est la prise de température, les anticipations, les projections, c'est la prise de température de ce que pensent les membres de la Fed par rapport aux données dont ils disposent. Donc maintenant que les données qui sont arrivées après cette réunion sont vraiment résilientes, on l'a vu l'autre jour avec l'ISM Service ou le rapport sur l'emploi également, c'est résilient. Donc la question de la teneur globale de la communication de la Fed, est-ce qu'elle peut changer dans les jours ou les semaines à venir? C'est en tout cas une question qu'on peut se poser. Alors c'est vrai qu'à l'approche de l'élection américaine, ce serait étonnant d'avoir des membres de la Fed qui subitement commencent à avoir des discours très agressifs. L'élection peut effectivement brider certaines volontés de communication de la part de la Fed pour essayer d'être le plus neutre possible, mais la question se pose, je trouve légitimement, après toutes ces données que nous avons eues côté États-Unis cette semaine. Et ça nous donne quoi alors d'un point de vue des marchés? Bien, du coup, les marchés cette semaine, ils ont été aussi marqués par la remontée de Trump dans les sondages. Depuis quelques jours, Trump fait une remontée dans plusieurs sondages américains par rapport à la présidentielle, et donc on a non seulement des bonnes données macroéconomiques, et en plus le marché fait ce qu'on appelle le Trump Trade. Le Trump Trade, pour mémoire, c'est ce qui avait eu lieu lorsque Trump avait été élu président en 2016, et tout ce qui avait suivi notamment l'année d'après, c'est en 2017 quand il a mis en place ce fameux plan fiscal à l'époque. C'est un plan fiscal qui visait à stimuler l'économie, ça baissait les impôts, etc. Et on avait vu un comportement de marché qu'on a appelé le Trump Trade, c'est-à-dire le dollar monté, les taux américains montés, les marchés actions montés et la volatilité baissée. Et donc cette semaine, sur les marchés américains, on a eu l'impression de ce Trump Trade. Vu que Trump est remonté dans les sondages, eh bien on a vraiment l'impression que le marché, depuis quelques jours, joue cette hypothèse Trump à nouveau. Les taux qui montent, le dollar qui monte, les marchés actions. Vous avez un record cette semaine du SP500, record du Dow Jones également. Et j'ai envie de dire des records qui se font, mais parce que le marché regarde effectivement du côté éventuellement Trump président avec de nouvelles mesures de baisse d'impôts, de baisse de la réglementation, etc. Mais l'autre aspect plus négatif que le marché se refuse à voir pour l'instant, pourtant il me semble qu'il devrait instiller dans ses anticipations un peu de cet aspect-là, c'est quelles conséquences? Si effectivement Trump était élu et qu'il mettait en place des mesures de stimulation supplémentaires, qu'elles soient fiscales, budgétaires ou autres, eh bien, n'y aurait-il pas un risque de choc frontal avec la Réserve fédérale? La Réserve fédérale, dans son plan de vol, Trump n'a pas, je dirais, les stimulations éventuelles, les baisses d'impôts éventuelles que mettra en place l'administration Trump, ça n'apparaît pas, très probablement pas, je pense, dans les anticipations actuelles de la Fed. Et s'il mettait en place effectivement des mesures alors que l'économie américaine est déjà, on le voit bien sur les derniers chiffres, plutôt très bien portante, eh bien ça pourrait réaccélérer le cycle américain qui est déjà très bien portant et donc ne pas ramener l'inflation à 2%. Je rappelle que l'inflation, c'est important de le préciser, on n'a pas des chiffres économiques, mais l'inflation, on l'a vu il y a quelques jours, elle a rebondi aux États-Unis sur l'inflation sous-jacente, PCE et CPI, il y a les deux mesures d'inflation sous-jacente aux États-Unis, on a eu sur ces deux mesures-là en données annuelles un petit rebond, pas dramatique, mais un petit rebond après 2 mois consécutifs de stagnation. Donc il n'y a pas eu d'amélioration, grosso modo, depuis 3 mois sur l'inflation américaine. Et donc, vous voyez, si le marché déjà est en train de saluer d'éventuelles mesures que prendrait Trump s'il était élu président, en fait, on n'atterrit jamais au niveau de l'économie. Et dans ce cas-là, le risque d'inflation qui repart est bien réel. Et dans ce cas, du coup, le risque d'accident monétaire aussi, en gros, de retournement de situation pour la Fed, va devenir bien concret. Donc, ça, il me semble que c'est totalement hors des radars des marchés actuellement, qui se satisfont de l'aspect données résilientes, éventuellement Trump, nouveau président, etc., parce qu'à l'époque ça avait bien plu au marché, mais j'allais dire au détriment d'un risque qui, lui, serait tout aussi associé avec un nouveau mandat Trump, ce risque de taux qui vont plus haut, de dollars qui va plus haut, d'une inflation qui peine à atterrir. Donc attention à la complaisance actuelle des marchés, je trouve, notamment avec l'action américaine. Quand on regarde la volatilité, on ne peut pas dire qu'il y a de la complaisance sur la volatilité en tout cas. On est autour de 20 de volatilité, c'est pas un niveau qui est très très faible d'un point de vue historique. Les niveaux faible de volatilité, c'est entre 10 et 15. Donc à 20 de volatilité en moyenne sur la semaine, c'est quand même que le marché se couvre un petit peu, mais on se couvre sans pour autant alléger certaines positions du marché à l'action, ce qui génère ces rallyes et ces records sur certains gros indices, pas tous, mais Dow Jones et SP500, nouveau record cette semaine. Donc voilà, le marché là est vraiment focalisé sur le verre à moitié plein très très clairement, mais en ignorant volontairement un peu les risques finalement d'un réajustement de la communication de la Fed, déjà par rapport aux chiffres actuels et peut-être par rapport aux chiffres futurs si Trump était élu pour un nouveau mandat.
Voilà pour cet aspect États-Unis. On finit par la partie européenne, donc avec la réunion de la Banque Centrale Européenne qui s'est tenue cette semaine. Les décisions ont été en ligne avec le consensus. Les 3 taux directeurs ont été baissés de 25 points de base. La communication de la BCE a été plutôt équilibrée. On a d'un côté la BCE souligne que l'observe effectivement une consommation moins forte que prévu, une dynamique économique moins forte que prévu, des indicateurs anticipés, notamment les PMI, qui sont moins bons que depuis quelques temps. Donc on voit que la BCE a bien intégré cette composante, un ralentissement de la croissance, et c'est ça qui a notamment drivé les baisses de taux. Mais on voit qu'il n'y a pas eu de surprise, c'est-à-dire que si la BCE était vraiment très inquiète de la situation économique, elle a pu baisser de 50 points de base les taux, ça n'a pas été le cas. Et les arguments qui sont effectivement mis face à ces craintes un peu économiques, c'est les risques pour l'inflation. La BCE a quand même rappelé que les salaires progressaient toujours à un rythme soutenu, que l'inflation domestique restait toujours relativement élevée, et qu'il y avait aussi des risques aussi pour l'inflation, qui peuvent venir de la géopolitique, qui peuvent venir des profits des entreprises, elle a cité également, ou des salaires. Donc elle a aussi cité les risques baissiers pour l'inflation, mais je pense dans cet équilibre qu'elle a trouvé sur le 25 points de base, décision en plus prise à l'unanimité par la BCE, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de dissidence pour un 50 points de base. Donc c'est quand même un message qui est plutôt, on va dire, équilibré. On a, alors les marchés ont plutôt bien apprécié, mais il n'y a pas eu de rebond marqué là derrière, parce que peut-être certains pensaient que la BCE pourrait aller un peu plus loin dans sa détente des taux, et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est une réunion plutôt neutre où la communication était vraiment très équilibrée. Risque pour la croissance d'un côté par rapport au risque de persistance de l'inflation de l'autre, notamment par rapport à ces éléments de salaire ou de profit des entreprises ou même de géopolitique que Christine Lagarde a cité dans sa conférence de presse. Voilà ce qu'on peut dire comme résumé de cette semaine. Juste avant de passer sur la partie semaine prochaine, à noter aussi on a parlé un peu des marchés, mais on a une volatilité obligataire qui reste forte. Quand vous regardez les indices de volatilité sur les treasuries américains, c'est-à-dire tout ce qui est bons du trésor, obligations du trésor américain, on a un niveau de volatilité qui avait beaucoup rebondi depuis deux semaines, et cette volatilité se maintient. Et vous voyez, c'est ça aussi un peu je trouve le contraste qu'on a, c'est qu'on a des marchés qui effectivement, le marché d'échange qui rebondit, avec le dollar qui rebondit fortement, le marché obligataire avec les taux qui rebondissent, ça pourrait être à mon avis au contraire pour les marchés actions américains. Ça, quand vous avez des taux qui repartent un peu vite et un dollar qui devient un peu fort, à un moment donné, le marché actions pourrait aussi, dans ce schéma peut-être d'une Fed qui changerait un petit peu son message dans les semaines à venir, sans faire marche arrière, mais simplement montrer qu'elle est quand même vigilante à certains signaux de résilience, notamment de l'inflation et d'une dynamique économique qui n'est pas en train de ralentir, le marché action pourrait aussi peut-être réagir un petit peu. Or, c'est pas le cas. Donc, est-ce qu'il y a un peu de complaisance avant l'élection américaine ? Moi, je réponds que oui. Je pense qu'à 22 fois les bénéfices, les réactions qu'on a du marché actuellement, notamment face au mouvement sur l'obligataire et au dollar, je trouve que c'est des réactions de marché qui sont un peu trop complaisantes, un peu trop tranquilles, un peu trop cool, sachant qu'il y a aussi l'incertitude électorale qui pourrait être un peu pricée et donc qui pourrait générer quelques prises de gains avant cette issue. On enchaîne avec la semaine prochaine, donc lundi début de semaine très très calme, quelques speakers du FOMC, donc quelques speakers de la Fed lundi. On aura évidemment la poursuite de la saison des résultats, que quelques grosses valeurs américaines comme Boeing ou Tesla qu'on va surveiller. Mardi, sur l'aspect macro, on aura le sommet des BRICS qui va donc, alors pourquoi on parle de ça? Parce que dans le contexte géopolitique que l'on connaît, à la fois Proche-Orient, à la fois Russie-Ukraine, bon, c'est toujours bien d'entendre ce qui se dit lors de ces sommets. Mardi, d'autres speakers de la Fed, Christine Lagarde également qui s'exprimera mardi, un indice manufacturier de la Fed de Richmond, c'est pas un gros indice mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent d'un point de vue macro en ce début de semaine prochaine. Mercredi, décision de la Banque du Canada sur ses taux, on aura également à nouveau une intervention de Christine Lagarde, on aura également la confiance des consommateurs en zone euro, ça c'est important par rapport à la BCE, justement est-ce que la confiance des consommateurs s'améliore ou pas en zone euro. Donc Christine Lagarde expliquait cette semaine que la BCE ne voyait pas de risque de récession et que voilà, il y avait certes un ralentissement, un petit rebond de l'inflation prévu en fin d'année, mais qu'ensuite l'inflation touchera l'objectif courant 2025. Donc on a l'impression que la BCE a un peu révisé aussi la vitesse avec laquelle l'inflation peut toucher l'objectif, et dans le bon sens, donc estimant que désormais c'est courant 2025 qu'on pourrait toucher l'objectif, alors qu'auparavant c'était plutôt sur le second semestre ou plutôt fin d'année prochaine que ça pourrait se faire. Donc ce qu'on va voir, c'est effectivement, dans ce schéma où la BCE ne croit pas à la récession, comment se comportent les consommateurs, et donc les indices de confiance des consommateurs vont être importants à suivre la semaine prochaine. Mercredi soir, ce sera le Beige Book, c'est-à-dire
Le Beige Book, c'est qui est un produit par la Fed, c'est une sorte de photographie de l'économie américaine, État par État, où et on recueille des anecdotes de terrain, sur l'activité, donc voilà, c'est une sorte de baromètre comme ça de la santé de l'économie américaine, mais qui se fait par les antennes régionales de la Fed, qui font remonter comme ça c'est le terme, des anecdotes, c'est-à-dire des recueils on va au contact des gens du secteur manufacturier, au contact des gens du secteur des services, etc. Et on fait remonter tout ça, et ça donne un sentiment. Donc si le Beige Book montre effectivement ce qui ressort des données économiques, à savoir une économie toujours forte, voire qui accélère un peu, voilà, c'est toujours le même rapport par rapport à la Fed et ses anticipations de baisse de taux qu'on va surveiller. Jeudi, ce seront, et ça c'est une journée importante, donc les indices d'activité en zone euro, les fameux PMI. Première salve de PMI flash, ce sera donc jeudi prochain. On aura également des inscriptions hebdomadaires. Alors attention, PMI, c'est secteur manufacturier et secteur des services, et on les aura pour l'ensemble des pays de la zone euro.